Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur le marché des ETF, un marché en pleine croissance et qui pèse désormais plus de 10 000 milliards de dollars. Les ETF sont des fonds de placement en actions ou en obligations qui sont un excellent moyen d'investir en bourse car ils diversifient extrêmement bien vos investissements pour un coût très faible en raison du fait qu'ils sont gérés de manière complètement passive. Toutes les études démontrent que le fait d'être passif et à faible coût leur permet de réaliser des performances supérieures à la grande majorité des fonds de placement gérés activement. Les ETF sont donc de plus en plus utilisés aussi bien par les particuliers que par les professionnels et j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment évolue ce marché, quelles sont les tendances et les nouveaux types d'ETF qui apparaissent sur le marché. On va faire le point grâce à une étude de JP Morgan qui va nous permettre d'observer le marché et ses évolutions récentes, comme par exemple la baisse du niveau moyen des frais ou encore l'apparition de plus en plus fréquente d'ETF gérés activement. Je vous montrerai d'ailleurs un exemple concret en cours de vidéo. J'en profiterai aussi pour vous présenter le plus gros ETF du monde. On parlera des ETF ESG, de la gamme d'ETF de BNP Paribas, mais aussi d'Amundi et des modifications apportées fin septembre 2023 à plusieurs de leurs ETF. C'est parti! Le marché des ETF est un marché en très fort développement puisque sur les 20 dernières années, les sommes investies mondialement à travers des ETF ont été multipliées par 50. Notons déjà que la croissance des ETF s'est faite principalement au détriment des fonds de placement gérés activement, puisque vous voyez ici la ligne bleue qui est la croissance des ETF et la ligne grise qui est la décroissance des montants investis dans les fonds de placement gérés activement. La croissance des ETF est donc essentiellement une victoire de la gestion passive sur la gestion active et je m'en félicite puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que je vous recommande chaudement d'investir de manière passive plutôt qu'active et l'ensemble du marché l'a bien compris également. Le marché des ETF aujourd'hui a atteint la taille de 10 000 milliards de dollars. Voyons maintenant comment ce marché est réparti à l'échelle internationale. En réalité, on a 7 000 milliards de dollars qui sont des ETF cotés aux États-Unis et qui représentent donc l'essentiel du marché des ETF au niveau mondial. Au niveau européen, on a entre guillemets que 1600 milliards qui sont investis dans des ETF cotés en Europe. Vous ne serez donc pas surpris de savoir que le plus gros ETF du monde est un ETF coté aux États-Unis. Il s'agit d'un ETF de State Street, le SPDR S&P 500 ETF Trust, qui rassemble près de 400 milliards de dollars. Est-ce qu'on se rend compte de la taille énorme de cet ETF? 400 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation boursière totale de LVMH par exemple. Cet ETF, étant donné sa taille, est également l'ETF le plus liquide du monde puisqu'il est utilisé comme sous-jacent pour des options, des futurs, des ETF, etc. Et donc en réalité, vous avez quotidiennement sur cet ETF le chiffre incroyable de 35 milliards de dollars qui sont échangés tous les jours sur des parts de cet ETF. Autre donnée intéressante, il y a aujourd'hui dans le monde entier près de 11 000 ETF qui sont cotés en bourse. On l'a vu, l'essentiel des montants investis sur le marché des ETF est aux États-Unis et pourtant il y a plus d'ETF cotés en Europe qu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'en réalité, sur le marché américain, un ETF aura en moyenne beaucoup plus d'argent qui est investi sur un ETF. Alors qu'en Europe, on a un marché qui est plus morcelé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ETF mais d'une plus petite taille. C'est ce qui me fait dire qu'à mon avis, dans les années qui viennent, on va assister à une consolidation sur le marché européen où on va essayer en fait de regrouper des ETF et c'est ce qu'on voit déjà notamment avec la fusion entre Amundi et Lyxor puisque Amundi est en train de fusionner certains de ses ETF avec les ETF de Lyxor afin de diminuer le nombre d'ETF mais d'avoir des montants investis par ETF qui sont supérieurs, ce qui est de manière générale plus rentable pour les gestionnaires d'ETF. Et je pense que ça va avoir des conséquences positives pour nous puisqu'en réalité ça va continuer la tendance actuelle de baisse du niveau des frais au niveau des ETF. Puisqu'on voit que sur les 10 dernières années, dans toutes les régions du monde, le niveau moyen de frais des ETF est en baisse de manière relativement linéaire et je pense que cette tendance va continuer notamment grâce à la consolidation du marché européen. Par exemple, aux États-Unis, sachez qu'il existe déjà des ETF complètement gratuits. Par exemple, cet ETF de la Bank of New York sur les grosses sociétés américaines implique un Total Expense Ratio de 0%.
Alors quelle est la logique derrière ce genre de produit complètement gratuit? Eh bien en fait c'est un produit d'appel, c'est une manière pour l'émetteur, ici Bank of New York, de se faire connaître auprès des investisseurs et de leur faire découvrir l'étendue de leur gamme, et donc ils se disent que l'investisseur va acheter un ETF qui est gratuit mais qu'il va découvrir l'émetteur et qu'en réalité il finira bien par investir dans d'autres ETF de Bank of New York qui eux par contre auront des frais de gestion positifs. Et cette tendance à la baisse des frais est également marquée en Europe puisque le mois dernier, on a eu en fait State Street qui a baissé le niveau de frais sur un de ses ETF S&P 500 cotés en Europe et l'a baissé à seulement 0,03% de frais de gestion annuels, ce qui en fait l'ETF S&P 500 coté en Europe le moins cher du marché. Voyons maintenant quelles sont les tendances en termes de type d'ETF qui sont émis sur le marché. Vous voyez ici la liste des ETF qui ont été émis l'année dernière sur le marché américain, classés en fonction de leur type. Et vous voyez que par exemple 17% des ETF qui ont été émis l'année dernière aux États-Unis sont des ETF thématiques. C'est un petit peu regrettable puisqu'on a aujourd'hui des études qui démontrent que les ETF thématiques sont de manière générale peu performants. Ensuite, on a 12% des nouveaux ETF qui sont des ETF factoriels ou smart beta, 10% qui sont des ETF d'actions internationales, etc., etc. Mais une autre statistique très intéressante qu'on retrouve dans ce tableau se retrouve un petit peu plus bas. On se rend compte que 34% des ETF émis sont passifs et 66% sont gérés activement. On voit également qu'il y a 18% des ETF émis l'année dernière aux États-Unis qui utilisent un filtre ESG. Parlons maintenant des ETF gérés activement, puisqu'en réalité, vous le savez, un ETF est souvent connu pour être un véhicule d'investissement passif. Et vous voyez qu'il y a 66% des ETF émis l'année dernière aux États-Unis qui sont gérés activement. Donc ça mérite clairement une explication. En réalité, d'abord, il faut prendre un petit peu de recul et se rendre compte que ces ETF gérés activement sont à l'échelle du marché global des ETF très minoritaires. On estime aujourd'hui autour de 5 à 6% le nombre d'ETF cotés qui sont gérés de manière active. Donc ça reste quelque chose de très minoritaire. Ceci étant, on voit qu'on a une tendance puisqu'on a les 2/3 des ETF émis l'an dernier aux États-Unis qui sont gérés activement. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, une bonne partie de ces ETF qui sont créés et gérés activement sont en fait simplement des transferts de fonds de placement traditionnels gérés activement vers des ETF. Parce qu'en réalité, un ETF, c'est un type de fonds qui diffère d'un fonds de placement classique. Donc il y a des différences techniques, juridiques entre ces types de fonds qui font qu'en fait un gestionnaire de fonds classique peut vouloir simplement bénéficier des facilités que représente l'ETF et en fait vont transférer un fonds actif en ETF. C'est ce qu'on voit notamment chez Morgan Stanley qui prévoit la première conversion de fonds de commun de placement en ETF. Donc en réalité, vous avez beaucoup de ces ETF gérés activement qui sont en fait d'anciens fonds de placement et qui se convertissent simplement en ETF. Parmi les ETF gérés activement, le plus connu est certainement le fonds ARK ETF coté aux États-Unis et géré par Cathie Wood, qui est pour moi une énorme farce. En réalité, j'avais trouvé cette publication sur LinkedIn qui indiquait que depuis sa création, le fonds ARK ETF a gagné plus de 300 millions de dollars en rémunération de la part des investisseurs, alors qu'ils ont détruit 9,5 milliards de dollars d'argent investi par leurs investisseurs. Donc clairement, méfiez-vous des fonds gérés activement, que ce soit sous forme de fonds de placement ou d'ETF, d'autant que Cathie Wood débarque en Europe, donc soyez prudents à où vous mettez votre argent. Donc comme je vous le disais, les ETF gérés activement sont très minoritaires sur le marché. En Europe, on est encore moins qu'aux États-Unis, donc on est autour de 5% du marché maximum. Mais je vais quand même vous donner un petit exemple pour qu'on puisse un petit peu visualiser qu'est-ce que représente un ETF géré activement. Parmi les gros ETF gérés activement en Europe, vous avez celui-ci qui est un ETF de JP Morgan, le US Research Enhanced Index Equity, ESG. Vous voyez que c'est un fonds qui est investi dans les grandes capitalisations américaines, puisqu'on voit ici que l'indice de référence, c'est-à-dire le benchmark, l'indice de comparaison de cet ETF, est le Standard & Poor's 500 Index, aussi appelé le S&P 500. On voit sur le graphique que la performance de l'ETF en bleu est légèrement supérieure à la performance du S&P 500 et qu'il y a donc une légère surperformance.
Alors on ne va pas discuter de ces aspects-là, et vous savez que je suis souvent très sceptique sur la surperformance de la gestion active. Je vous fais juste remarquer que la comparaison me paraît un petit peu bizarre, puisque vous avez un ETF qui a un filtre ESG, alors que l'indice de référence auquel on le compare est l'S&P 500 classique, sans filtre ESG. Donc est-ce que la légère surperformance du fonds actif est due au fait qu'il ait un filtre ESG ou au fait qu'il est géré activement? Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que cet ETF qui a un niveau de frais annuel de 0,20%, ce qui est faible, a en réalité une composition assez proche du S&P 500, puisqu'on voit ici le top 10 des positions qui ressemble furieusement au top 10 du S&P 500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un ETF géré activement, il ne va pas prendre énormément de risques. Il va suivre de très près son indice de référence et il va faire de petites modifications pour essayer d'un tout petit peu surperformer, mais il ne va pas prendre de gros risques et il ne va pas fortement décaler de son indice de référence. Donc en réalité, faites attention lorsque vous vous intéressez à un fonds actif que les niveaux de frais soient très faibles, parce que si c'est pour avoir quand même un résultat qui est quasiment égal à un fonds passif, il n'y a aucune raison de payer un surplus de frais pour cela. Parlons maintenant un petit peu plus spécifiquement du marché européen des ETF, qui est le marché sur lequel on investit directement, pour voir quels sont les types d'ETF qui sont principalement disponibles en Europe. Vous voyez ici sur ce graphique que la majorité des ETF cotés en Europe sont des ETF dits internationaux, c'est-à-dire des ETF monde, des ETF S&P 500, des ETF marché émergents, etc. Deuxièmement, vous avez le camembert vert, c'est le fixed income, c'est-à-dire des ETF obligataires, et vous voyez que ceux-ci représentent une grosse part des ETF cotés en Europe et sont le deuxième type d'ETF le plus fréquent. Et enfin, en numéro 3, on retrouve la catégorie broad, c'est-à-dire en fait des ETF qui investissent en actions européennes, mais de manière générale. Donc par exemple un ETF Eurostock 50, Stock 600, etc., etc. Parlons maintenant un petit peu des ETF ESG, c'est-à-dire des ETF qui investissent dans des sociétés ou dans des obligations de société qui respectent certains critères écologiques, sociaux et de gouvernance. En réalité, si on regarde sur ce graphique, on se rend compte que les ETF ESG sont véritablement un phénomène européen, puisque alors qu'au niveau du marché mondial des ETF, l'Europe ne représente que 16% du marché global des ETF, et bien sur les ETF ESG, on voit que les 3/4 des ETF ESG cotés dans le monde sont cotés en Europe. Et donc en fait en Europe, 22% des fonds qui sont investis dans les ETF sont investis dans des ETF qui incluent un filtre ESG, alors qu'aux États-Unis c'est de seulement 1,50%. L'importance des ETF ESG sur le marché européen peut notamment être illustrée par la gamme d'ETF de BNP Paribas, puisqu'en fait aujourd'hui BNP Paribas a une gamme d'ETF disponible sur le marché européen qui est quasiment exclusivement ESG. Regardez par exemple dans cette liste d'ETF BNP où vous avez tous les ETF qui ont un filtre SRI, c'est-à-dire socialement responsable, ou un filtre ESG, écologique, social et de gouvernance. J'en profite pour vous partager une publication récente que j'ai faite sur LinkedIn où je partageais la performance des fonds d'investissement ESG contre le marché de manière générale. Et en réalité, on se rend compte que depuis 2012, investir avec un filtre ESG de manière générale n'a pas apporté de surperformance par rapport à un investissement global sur les marchés. On va continuer à parler d'ESG, on va parler des modifications apportées par Amundi en septembre 2023 à plusieurs de ces ETF. Et pour vous en parler, je vais m'appuyer sur la newsletter que j'avais envoyée à ma communauté en septembre, justement pour expliquer et détailler ces modifications. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, sachez que je l'envoie une fois par mois de manière complètement gratuite. Je vous mets le lien d'inscription en description de la vidéo et vous recevez d'ailleurs en cadeau d'inscription un e-book spécial ETF. Donc voyons maintenant quelles sont les modifications apportées par Amundi. Vous voyez que ces modifications concernent une liste de 7 ETF qui sont très majoritairement des ETF PEA, qui sont donc des ETF dédiés aux résidents français qui souhaitent bénéficier des avantages du plan d'épargne en action. Vous voyez que comme je l'indiquais, les objectifs d'Amundi sont doubles. Premièrement, forcer la main des clients pour qu'ils utilisent des ETF ESG et deuxièmement, en profiter pour augmenter les frais sur ces ETF. Donc qu'est-ce que Amundi a fait? Eh bien, par exemple sur l'ETF Amundi PEA S&P 500, Amundi a modifié l'indice de référence qui avant était l'indice S&P 500
et ils l'ont remplacé par l'indice S&P 500 ESG+. En modifiant l'indice de référence de l'ETF, eh bien en réalité, l'ETF, au lieu d'investir dans les 500 actions de l'indice S&P 500, n'investit plus que dans 321 actions, les 321 actions du S&P 500 ESG+. Donc vous avez une perte de diversification dans le nouvel ETF ou après la modification de l'ETF. Vous avez également une augmentation des frais puisque les frais passent de 0,15 à 0,25% de frais de gestion annuels. Et vous voyez dans le tableau de synthèse que sur les 5 ETF éligibles au PEA qui ont été modifiés, chacun des ETF a vu ses frais augmenter et chacun de ces ETF a vu sa diversification baisser puisque vous avez à chaque fois moins d'actions dans l'ETF après la modification qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces modifications ? Premièrement, il faut prendre un petit peu de recul et se rendre compte que Amundi s'est permis de faire ça uniquement sur des ETF PEA. Et les ETF PEA, c'est quoi? C'est une partie du marché français des ETF, puisque en France, vous avez des ETF PEA et des ETF classiques que vous allez pouvoir mettre sur votre compte titre ordinaire. Donc en fait, c'est une partie du marché français qui lui-même est une partie du marché européen. Donc en réalité, à l'échelle du marché européen, ce n'est pas des grosses modifications. Et moi, je pense que Amundi s'est permis de le faire justement parce que c'était des ETF PEA. Puisqu'on l'a vu un petit peu plus tôt, la tendance globale des ETF, c'est à la réduction des frais. Mais ils se sont permis de le faire parce qu'en fait, il y a peu de concurrence. En réalité, il n'y a quasiment que Amundi et BNP Paribas sur le marché des ETF PEA. Et donc en fait, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour eux d'essayer de faire la même chose sur les ETF disponibles sur CTO, sur le compte titre ordinaire qui sont disponibles et qui sont disponibles à tous les investisseurs européens parce que là il y a beaucoup plus de concurrence, en ce compris de la concurrence avec des émetteurs étrangers. Donc en réalité, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect fiscal, le fait qu'un investisseur qui veut investir en PEA, est-ce qu'il va arrêter d'acheter l'ETF parce que l'ETF coûte 0,30 au lieu de 0,23 ? Je pense que dans beaucoup de cas, les gens vont pas être très contents de payer plus, mais dans la pratique et en bout de course, je pense que les gens vont quand même accepter de payer plus cher parce qu'ils veulent du PEA et ils veulent l'avantage fiscal. Et ça, Amundi le sait et c'est ce qui leur permet d'augmenter les frais. Mais donc je pense que ça ne doit pas vous laisser penser que les frais vont pouvoir augmenter de manière générale sur le marché des ETF en Europe. Je pense que c'est l'inverse, la tendance elle est plutôt à la baisse. Ceci étant, c'est vrai que ce sont des modifications qui sont assez interpellantes et que personnellement je ne vois pas d'un bon œil. En fait, ce que je trouve interpellant ici, c'est qu'en fait de manière assez unilatérale, un gestionnaire d'ETF peut modifier l'indice de référence et les frais. Alors les frais à la limite c'est encore relativement normal et d'ailleurs souvent c'est dans l'autre sens. Les frais peuvent baisser comme on l'a vu un petit peu plus tôt avec cet ETF de State Street qui a baissé ses frais à 0,03%. Donc ça peut aller dans les deux sens, mais ce qui est plus interpellant, c'est la modification de l'indice de référence. En réalité, ici, vous n'aviez aucune raison technique à modifier l'indice de référence. C'est simplement une volonté commerciale d'Amundi de passer toute une série d'ETF vers des ETF ESG. Mais il n'y a aucune raison technique à ça. D'accord ? Il n'y avait pas de problème sur l'indice S&P 500 qui obligeait Amundi à modifier ses ETF S&P 500 pour les passer sur du S&P 500 ESG. Et donc en fait, c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression que l'émetteur peut comme ça, sur un claquement de doigts, changer l'indice de référence. Donc je pense que c'est quelque chose un petit peu négatif et je dois avouer que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un aspect négatif aux ETF et c'est la première fois depuis bien longtemps où je me suis dit tiens ça, c'est pas un point positif pour les ETF. Donc effectivement, un gestionnaire d'ETF peut modifier son indice mais évidemment il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, si vous êtes sur un ETF d'actions américaines, il peut mettre un filtre ESG parce que ça reste un ETF diversifié d'actions américaines. Donc en fait, il reste quand même sur quelque chose de similaire. Donc il peut le faire, mais il ne pourrait pas, par exemple, un ETF américain commencer à investir en actions brésiliennes, par exemple. Donc il y a quand même des limites, mais malgré tout, c'est vrai qu'ils ont une flexibilité sur la modification, ce qui nous oblige à être un petit peu attentifs, même si lorsqu'ils font des modifications, vous devez être notifié via votre courtier qui lui sait que vous détenez les ETF et doit vous envoyer l'information. Voilà, mais donc fondamentalement, c'est une modification à ce stade-ci qui est limitée au niveau des ETF PEA et qui, à mon avis, ne va pas se généraliser. Et puis globalement, Amundi est en train de fusionner des ETF avec des ETF de Lyxor et donc je pense qu'on a l'espoir que les niveaux de frais vont continuer à baisser comme ils le font déjà depuis plus de 10 ans maintenant sur le marché des ETF.
Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le marché des ETF et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!